À Jérusalem, il est avec nous, notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov, on va commencer ce journal par les dernières déclarations du président américain Donald Trump à propos de la crise avec l'Iran. Oui, effectivement, Ilana, et ce matin, le président Trump se montre optimiste. Il a suspendu l'opération dite de la liberté qui devait permettre de libérer les cargos retenus dans le détroit d'Ormuz. Explication de cette mesure, selon le président, il y a eu au cours des 24 dernières heures des progrès dans les pourparlers autour d'un accord avec les Iraniens. Par contre, le blocus américain des ports iraniens se poursuit. Quant au secrétaire d'État américain Marco Rubio, il a affirmé que l'Iran devait s'asseoir à la table des négociations pour parvenir à un accord. Au bout du compte, l'Iran doit comprendre qu'il n'y a pas de cas de figure où elle peut provoquer une escalade de la violence et ensuite sortir vainqueur, a dit Rubio. Alors dans ce contexte, les informations en provenance d'Iran, Daniel, sont de plus en plus préoccupantes. Oui, effectivement, selon des témoignages d'opposants iraniens qui ont réussi à franchir, on va dire, le rideau de fer iranien, la répression du régime sur la population est toujours de plus en plus dure. Les forces des Bassidj patrouillent dans les rues de Téhéran en particulier, empêchent tout rassemblement. De même, les exécutions d'opposants se poursuivent. Selon les ONG de l'opposition iranienne, plus d'une vingtaine d'opposants ont été pendus depuis le début de la guerre le 28 février dernier. Et Tzahal a éliminé hier l'un des commandants des forces de la Noukba dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, cet archi-terroriste dont nous ne citerons pas le nom pour ne pas lui faire trop d'honneur a participé au massacre du 7 octobre, en particulier en assassinant des participants du festival Nova. Il a été éliminé par une frappe aérienne de Tzahal au centre de la bande de Gaza, après qu'il ait représenté une menace immédiate apparemment pour les forces israéliennes sur place. Et puis toujours à propos de Gaza, Netanyahou a rencontré hier le président du Conseil de la paix, Nikolai Mladenov. Oui, on va dire plus exactement le directeur du Conseil de la paix, on ne sait plus très bien. Mais en tout cas, il s'agit de Nikolai Mladenov. Effectivement, les deux hommes ont débattu de la situation à Gaza, mais ils ont parlé également du dossier iranien, du front nord et de la Judée-Samarie. Ils sont tombés d'accord pour réclamer le désarmement du Hamas, qui selon eux n'entend pas respecter la seconde phase du plan du président américain. De son côté, le Hamas a formellement rejeté toute option de désarmement. Et cette attitude réfractaire pourrait conduire Tzahal à reprendre son combat contre le mouvement terroriste palestinien dans la partie de la bande de Gaza que celui-ci contrôle actuellement, c'est-à-dire dans la partie ouest, proche du littoral. Une telle initiative ne pourrait intervenir sans un feu vert américain. Les pays médiateurs, l'Égypte et le Qatar, tentent actuellement de faire pression sur le Hamas afin qu'il se résigne sur ce point déterminant. Et passation de pouvoir importante hier à la tête de l'armée de l'air israélienne. Oui, le général Omer Tischler a pris ses fonctions de commandant en chef de l'armée de l'air. Il remplace à ce poste le général Tomer Bar qui occupait cette fonction depuis plus de 3 ans. Dans son discours de départ, Tomer Bar a endossé l'entière responsabilité de l'absence de l'armée de l'air aux premières heures des massacres du 7 octobre 2023. Il a reconnu que l'armée de l'air avait été prise de court ce jour-là et n'avait pas rempli sa mission de protection de la population israélienne. Il a appelé à la formation d'une commission d'enquête d'État sur les événements du 7 octobre. Il faut souligner que le général Bar a fait montre d'une certaine humilité alors qu'il aurait pu mettre en avant également dans ce discours les impressionnantes prestations de l'armée de l'air sous son commandement depuis le début de la guerre contre l'Iran. Il a préféré laisser ce soin à son successeur qui a mis en garde le régime iranien. Nous sommes prêts à déplacer nos avions vers l'Est, vers l'Iran, si cela est nécessaire, a dit le général Tischler. Et puis Tzahal a peut-être trouvé la parade au tir de drones explosifs du Hezbollah. Oui, une délégation d'experts de l'armée israélienne est actuellement aux États-Unis pour étudier les capacités de nouvelles cartouches à fragmentation qui pourraient être tirées en direction des drones par les soldats israéliens et multiplier donc la probabilité de les neutraliser. Apparemment, les essais effectués sur place aux États-Unis ont été concluants. La délégation israélienne sera de retour la semaine prochaine pour tenter de mettre en application cette nouvelle technologie. En politique intérieure, un nouveau développement, Daniel, au sein du parti de Gadi Eisenkot. Oui, ce développement, c'est l'entrée en politique officiellement de l'ancien chef du Shin Bet, Yoram Cohen. Cohen a décidé de rejoindre les rangs de la toute nouvelle formation de Gadi Eisenkot, Yachar, après avoir envisagé ces dernières semaines de suivre Naftali Bennett. Yoram Cohen est aujourd'hui l'une des personnalités sécuritaires les plus critiques envers Binyamin Netanyahou. Il a déclaré en annonçant sa candidature qu'Israël faisait face à d'importants défis sécuritaires et sociaux et une direction inadaptée pourrait nous conduire au bord du gouffre, a-t-il déclaré. Et puis enfin, pour terminer, une nouvelle recrue célèbre dans la classe politique israélienne. Oui, il s'agit en effet de l'ex-espion américano-israélien Jonathan Pollard. Pollard a annoncé qu'il allait se présenter aux prochaines élections dans une liste aux côtés de Nissim Louk, dont la fille Shani a été assassinée au festival Nova. Jonathan Pollard défend des positions, il faut le savoir, très fermes sur le plan sécuritaire au sein de la droite nationaliste israélienne.
Page météo pour clore ce journal d'information. Le temps s'adoucit, il sera partiellement nuageux à ensoleillé. Les températures 19 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et sur le littoral, 23 à Beersheva et 28 à Eilat. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Landau. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin de Londres, où vous habitez depuis plus de 20 ans maintenant. Vous êtes entrepreneur, vous êtes parti de France vers Londres pour travailler dans le monde de la finance, comme le font beaucoup de Juifs de France. Et aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Et avec vous, je voudrais qu'on essaye de palper le pouls de la communauté juive londonienne et anglaise aujourd'hui, après les attentats qui se sont produits, des agressions contre des Juifs dans le quartier de Golders Green en particulier, mais je suppose qu'il y a d'autres attaques et d'autres événements, d'autres attaques antisémites contre la communauté juive. Alors, donnez-nous, de manière générale, l'atmosphère qui règne au sein de cette communauté aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, c'est important de comprendre, d'avoir une idée de la communauté juive en Angleterre. On parle de 290 à 300 000 Juifs au total, dont les 2/3 sont concentrés dans ce qu'on appelle le Grand Londres. Londres et ses environs. On a des communautés assez religieuses à Golders Green, Stamford Hill, Hendon. Ce sont les grands centres en fait juifs. Et vous avez une communauté juive dans le nord-ouest. Et on a évidemment des centres juifs à Manchester, etc., etc. Vous avez Gateshead aussi. Oui, la Yeshiva. Donc ça, c'est une vue globale de la communauté. Et on va dire que 90 à 95% des Juifs sont d'origine ashkénaze, Europe centrale et orientale. Et un fait très intéressant, c'est que on a, je pense, plus de 200 000 Juifs qui sont en Angleterre depuis avant la Première Guerre mondiale. Ah oui. Donc ça, c'est une idée. Pour vous dire qu'il y a quand même un très grand nombre de Juifs en Angleterre qui n'ont pas vécu de choses traumatisantes. Oui. Dans leur, c'est ça, c'est-à-dire, c'est une communauté qui est solidement implantée, on va dire, depuis des générations. Complètement. Complètement. Il y a environ 5 à 8% de Juifs dits Mizrahim ou Sfarad, donc Irak, Afrique du Nord, Égypte, etc. Juste un dernier commentaire, parce que ça, je pense que c'est assez intéressant. Là, c'est ça qui est paradoxal. Donc, une communauté à majorité ashkénaze, mais la synagogue la plus ancienne du Royaume-Uni, c'est la synagogue de Bismarck, qui est donc portugaise et espagnole, qui a été fondée en 1701. C'est un paradoxe. Oui. Ça arrive effectivement. Alors justement, quelle est l'atmosphère dans cette communauté? Est-ce que, d'abord, c'est vrai, vous insistiez sur la communauté de Golders Green, qui est surtout une communauté orthodoxe, qui est plus facilement repérable, si je puis dire, d'une certaine manière. Elle est plus sujette à des actes de violence antisémite que, on va dire, dans d'autres quartiers où la communauté est moins religieuse, moins orthodoxe. Ce qui s'est passé à Golders Green, c'est une chasse à courre. C'est-à-dire qu'ils cherchaient des Juifs et ils cherchaient à tuer des Juifs. Donc forcément, un Juif, ça se voit pas forcément sur le visage. Les nazis avaient une technique, mais on va dire que un Anglais d'origine somalienne, lui, ce qu'il recherche chez des gens qui sont habillés comme des Juifs. Donc voilà, il est courir après des gens qui avaient les titites, l'habit noir, etc. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, donc concrètement, je repose ma question, c'est-à-dire quelle est l'atmosphère? Est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire, ces dernières agressions, c'est un nouveau palier qui a été franchi et qui inquiète, on va dire, de manière plus intense, on va dire, cette communauté? Il faut comprendre, en fait, le moral est au plus bas, mais il faut comprendre que les Juifs anglais se sont pris un tsunami. C'est-à-dire que les Juifs français, il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique du Nord. Il y en a beaucoup qui ont vécu avec les Arabes et qui connaissent l'islam. Les Juifs anglais, pas du tout. Et ils sont un peu dans le déni, ou ils n'ont pas envie de s'intéresser à ces sujets-là parce que ils comprennent pas, en fait. Enfin, en tout cas, jusqu'à très récemment, ils comprenaient pas vraiment ce qui se passe. C'est une religion comme une autre, et puis il n'y a pas de problème particulier. On est multiculturel et ça va bien se passer. Donc, ils se sont pris vraiment un mur. Et je vais vous raconter une anecdote. Je dînais avec des dirigeants communautaires. Et un des dirigeants a commencé à faire le bilan, c'était je crois une année après le 7 octobre, et on faisait un tour de table comme ça, le bilan du 7 octobre, et ce dirigeant a commencé à parler, a dit « Ce qui se passe pour nous, juifs anglais, c'est catastrophique, on a progressé socialement, on s'est intégré, on est devenu anglais,
on a contribué à la société. Et là, je l'ai interrompu. Et je lui ai dit, mais c'est exactement pareil que les Juifs français. Oui. En fait, culturellement, les deux pays sont aux antipodes, mais ils sont très très proches dans la façon dont les Juifs ont évolué dans ces sociétés, en tout cas ces 100 dernières années. Et en fait, les Anglais sont vraiment dans un état de stupeur. Maintenant, ils comprennent ce qui est en train de se passer. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. Récemment, donc les ambulances qui ont été incendiées, l'attentat de Golders Green, on a l'attentat à Kippour, à la synagogue de Manchester, oui. Et vous avez en fait depuis le 7 octobre un harcèlement et des intimidations dans les universités. L'organisation qui gère la sécurité de la communauté, qui s'appelle CST, donc Community Security Trust, et aux manettes, elle est omniprésente. Les synagogues sont gardées, les écoles sont gardées. C'était pas forcément le cas quand je suis arrivé à Londres en 2003. Alors justement, quand vous êtes arrivé à Londres, on ne peut pas dire, dites-moi si je me trompe, mais vous êtes arrivé en 2003. Oui, 2003, c'était aussi déjà, il y avait déjà l'antisémitisme, il y avait déjà en France à l'époque de la seconde intifada des événements antisémites. Qu'est-ce qui a motivé votre départ de la France vers l'Angleterre? C'était l'antisémitisme ou c'était plus pour des considérations, on va dire des considérations professionnelles, on va dire? Complètement. J'avais une opportunité professionnelle dans la finance. Je suis venu à Londres, je devais venir pour 6 mois et je suis encore ici. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais au départ, en 2003, je me rappelle avoir fréquenté, je commençais à fréquenter des Anglais, et je me rappelle que certaines personnes se moquaient. Bon, c'est de bonne guerre entre Français et Anglais, mais ils se moquaient un peu de la situation des Juifs français qui sont obligés d'avoir des synagogues gardées. Vous voyez, oui. On n'en est plus là maintenant. Mais par contre, il y a eu une importante communauté de France, de Juifs de France qui sont venus. Oui. Au moment de la seconde intifada et surtout peut-être à mon avis au moment des attentats de Toulouse et de l'hypercacher, il y a eu une migration, on va dire, de cette communauté, une partie de la communauté vers Londres. Cette communauté, comment elle réagit, on va dire, ces Juifs de France qui sont venus essayer de se retrouver une sorte un peu de sérénité, eh bien ils constatent que finalement là aussi, à Londres aussi, il y a des actes antisémites et des actes de plus en plus violents. Oui, pour les Français, c'est une situation un petit peu bizarre. C'est-à-dire que les Français de Londres, je veux dire, ou les Français d'Angleterre. Parce que, je l'ai dit, en fait, les Français, les Juifs français savent, en fait, à quoi ils font face. Ils comprennent. Regardez, j'avais fait une vidéo, j'ai une chaîne YouTube, et j'avais fait une vidéo en 2017, suite aux attentats de Manchester. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une boîte de nuit avec la célèbre chanteuse Ariana Grande. Elle en avait fait une chanson. Il y avait eu beaucoup de victimes et j'avais fait une vidéo pour expliquer en fait que c'était le commencement et que j'expliquais l'islamisation à Manchester. On l'a vu d'ailleurs suite au match entre Aston Villa et Tel Aviv. C'est toujours le même principe, voilà. Et les gens à qui j'ai partagé le contenu de ma vidéo, elle était en français, donc j'ai expliqué à mes amis anglais. Ils me prenaient de haut en fait. Oui. Ils me traitaient de pessimiste ou d'extrémiste. Ils n'ont pas voulu voir venir, ils n'ont pas voulu voir ce qui allait arriver en fait. Et donc pour nous les Juifs français c'est un petit peu frustrant parce que on est quand même très, les Juifs Mizrahim ressentent les mêmes choses en Angleterre parce que eux ils connaissent exactement, ils savent exactement de quoi il s'agit. Mais donc il y a une sorte de frustration et on voit en fait l'incapacité je ne sais pas si ça va durer, mais les Juifs anglais ont du mal à en parler. Déjà, il faut comprendre qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est très difficile à traduire, qui s'appelle le virtue signaling. C'est-à-dire, vous signalez à votre interlocuteur que vous êtes paré des meilleures intentions morales et éthiques. Oui. Et en fait, les dirigeants juifs en Angleterre sont obnubilés par ça. Il ne faut pas dire les mauvais mots, il ne faut pas... On parle par exemple, en Angleterre, de extrémisme radical islamiste. Vous voyez, il faut rajouter des adjectifs on a affaire à des... Pas du tout d'islam, en fait. Pas du tout. C'est ça, ça facilite pas la compréhension et l'éducation des masses, en fait. Oui, c'est ça. Comme dirait Camus, on ne met pas véritablement de mots sur des phénomènes. Et là, alors, concrètement, aujourd'hui, d'abord, en France, on se rappelle au moment de la seconde intifada, on se rappelle au moment des attentats de l'hypercacher il y a 10 ans, que les autorités avaient réagi très rapidement et de manière très ferme. Là, est-ce que les autorités britanniques réagissent aussi? Est-ce qu'elles sont à l'écoute de la communauté? Ou alors il y a un peu de désinvolture d'une manière ou d'une autre?
Non, il y a des gens et des hommes politiques et des responsables qui ont envie de faire bouger les choses et qui voient que ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, entre parenthèses, ils voient ce qui est en train de se passer à leur pays. Hein, c'est pas juste un problème juif. Mais vous avez un gouvernement qui est donc un gouvernement Labour, donc travailliste, très à gauche, et la ministre qui est censée protéger les juifs, ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Shabana Mahmoud, pour qui la valeur suprême c'est l'islam. Je veux dire, c'est quand même une situation qui est assez anxiogène pour les juifs. Hein. On a un Premier ministre qui est complètement apeuré de se mettre à dos le vote des musulmans. Voilà. L'élection, c'est que dans 3 ans, hein. C'est pas demain matin. Donc il y a une inquiétude à ce niveau-là. Par exemple, on dit toujours que la famille royale a une certaine amitié, proximité avec la communauté juive. C'est faux, le roi en particulier? Non, c'est pas faux, mais le roi n'a pas de pouvoir en Angleterre. Il a un pouvoir honorifique. Il peut d'émettre un gouvernement, mais c'est dans certaines conditions. Non, pas question de d'émettre, mais de s'exprimer, de dire clairement, il faut lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des discours, on va dire, importants, solennels, de la part des autorités pour essayer de rassurer la communauté? Il y a des discours, mais on se paye de mots. Vous voyez ce que je veux dire? Les juifs anglais sont pas naïfs non plus. De dire que... Et puis en plus, c'est toujours un peu les mêmes mots et les mêmes discours. La ministre que j'ai mentionné, Shabana Mahmoud, elle est passée à la télé récemment, je crois la BBC ou peu importe, je ne me rappelle plus quelle chaîne, et le journaliste, parce qu'en Angleterre, les journalistes challenge, en fait, comme on dit en anglais, les hommes politiques. Hein, c'est pas comme en France. Hein. Les questions ne sont pas préparées à l'avance et on n'essaie pas de les caresser dans le sol politique. Donc en fait, le journaliste l'a bousculé. Il lui disait, mais donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, après Golders Green? Qu'est-ce qui va être fait, en fait, concrètement, en termes d'action? Et Shabana Mahmoud de répéter, en fait, les mêmes mots, hein, les mêmes éléments de langage. On va revoir, en fait, les politiques, les politiques, les lois. Et en fait, le journaliste disait, en fait, on va revoir, mais on va rien faire, en fait. On va continuer à rien faire. C'est-à-dire que certains journalistes, et les juifs, en tout cas, sont pas naïfs, hein, pour l'instant. C'est des discours, il ne va rien être fait, et en tout cas, on n'a pas le sentiment que quelque chose va changer. Alors en France, on dit beaucoup, il y a beaucoup de juifs qui disent, en particulier depuis le 7 octobre, qui disent on ne se sent plus en sécurité et on envisage de faire notre alia. Le mot de l'alia, il est presque omniprésent, on va dire, dans la communauté juive. Est-ce que c'est également le cas à Londres? Alors, c'est un phénomène très intéressant. Vous avez un certain nombre de jeunes en Angleterre qui n'étaient pas connectés ni religieusement ni politiquement à Israël, pas spécialement sionistes, comme on dit, et qui, depuis le 7 octobre, ont fait un revirement total. Certains, autour de moi, sont partis, certains sans plan spécifique, certains sont allés au Magen David Adom, certains sont allés dans des kibbutzim pour aider, et ils restent là-bas, certains sont allés étudier, et c'est assez intéressant. C'est pas forcément un public, on pouvait attendre une alia, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire, c'est pas une alia, on va dire, idéologique préparée, mais c'est en réaction à cet antisémitisme. Complètement. Il y a une alia, il y a des gens qui commencent à réfléchir. Il y a un salon de l'alia qui va arriver bientôt, là, je pense, au mois de mai, à Londres. Il y a évidemment un mouvement qui se passe, mais c'est toujours pareil. Vous avez quand même encore une grosse communauté. J'ai dit 290 à 300 000. Et il y a aussi beaucoup de gens autour de moi dont les enfants n'imaginent pas partir d'Angleterre. C'est quand même une présence qui est très longue en Angleterre et culturellement, je ne sais pas si vous imaginez, donc on dit que la Aliyah est difficile quand on vient de France parce qu'il faut s'adapter, parce qu'il faut trouver un boulot, parce que la mentalité est différente. Je ne sais pas si vous imaginez en fait venant de juifs anglais. Je veux dire, culturellement, les Anglais et les Israéliens, c'est... Oui, c'est pas le même... en fait. C'est compliqué. Oui, effectivement, mais d'une certaine manière, on pourrait dire les Juifs de France, les originaires de France qui vivent en Angleterre aujourd'hui, pourraient donner peut-être une sorte de leçon en leur disant attention, ça, c'est peut-être en train d'arriver. Ça a commencé comme ça en France et c'est en train d'arriver aussi en Angleterre et d'alerter, d'être une sorte de canari dans la mine, quoi. C'est en train d'arriver. Entre ce qu'on leur dit, j'essaye en fait de faire pas une formation, mais une sorte de présentation de la relation entre l'islam et les juifs. Ça va peut-être aboutir, mais
il faut du temps, en fait, parce que les Anglais, voilà, il faut pas dire les mots qui fâchent, il faut pas être raciste, il faut pas être extrémiste, il faut, vous voyez, donc Oui, ça prend du temps. c'est important. Eh bien, Raphaël Landau, c'est très intéressant de dialoguer avec vous, de mieux comprendre, on va dire, la communauté juive d'Angleterre, à Londres en particulier, avec ses composantes francophones et anglophones, bien entendu. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cet état d'esprit qui règne et qui n'est pas particulièrement réjouissant, particulièrement optimiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec Bonne plaisir. continuation. À bientôt. À bientôt, bye bye. Imaginez que la voix des Nations Unies, censée incarner l'équilibre et la mesure sur la scène internationale, se retrouve elle-même au cœur d'un débat sur sa neutralité. Et oui, je veux parler d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Une étude du Jewish People Policy Institute relance, ou plutôt renchérit, sur cette question sensible. Une analyse menée à l'aide d'outils d'intelligence artificielle qui ont passé au crible plus de 1100 déclarations officielles de Guterres, interventions publiques, propos devant les médias, communiqués publiés sur le site des Nations Unies entre janvier 2017 et avril 2026. L'objectif était de comparer le traitement réservé à Israël à celui d'autres États qui violent régulièrement les droits de l'homme. Alors on peut citer l'Iran, la Chine, la Russie, la Corée du Nord ou encore le Qatar. Alors premier constat, Israël est de très très loin le pays le plus mentionné, davantage que la Russie, pourtant engagée dans une guerre majeure, et près de 3 fois plus que l'Iran. Il faut dire qu'Israël est depuis des années l'un des pays les plus fréquemment visés par les résolutions des instances onusiennes, en particulier au Conseil des droits de l'homme, une exposition qui contribue bien sûr à la fréquence des prises de parole. Mais au-delà de la fréquence, c'est le ton qui interpelle. Plus de la moitié des déclarations concernant Israël présentent une tonalité négative, proportion bien supérieure à celle observée pour tous les autres pays étudiés. À titre de comparaison, les propos de Guterres concernant l'Iran apparaissent majoritairement plutôt neutres, avec même davantage d'évaluations positives que négatives. Les critiques visant la Chine, bien, elles sont limitées, tandis que le Qatar bénéficie, lui, d'un traitement particulièrement favorable. Et même lorsque la Russie est critiquée, l'intensité des reproches reste bien inférieure à celle adressée à Israël. Alors on identifie aussi dans cette étude une évolution dans le temps. Le langage employé à l'égard d'Israël s'est durci, notamment depuis le 7 octobre 2023. Certes, Antonio Guterres a bien condamné ces attaques, c'est la moindre des choses. Il a aussi affirmé le droit d'Israël à exister et à se défendre et appelé à la libération des otages. Mais ces prises de position ont été majoritairement suivies de critiques bien longues et plus détaillées à l'égard des actions israéliennes. Exemple, après l'entrée de Tsahal dans la bande de Gaza, quelques jours après les attaques du Hamas, dans une déclaration, le secrétaire général condamne certes l'attaque, mais l'essentiel de son intervention se concentre sur les conséquences des opérations israéliennes, notamment l'évacuation de plus d'1 million de civils, jugée, je cite, extrêmement préoccupante. Et le 24 octobre de la même année, il déclare devant le Conseil de sécurité que les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans le vide, que le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante et a vu sa terre progressivement grignotée par les colonies et marquée par la violence. Et en janvier 2024, il qualifie la campagne militaire israélienne de la plus destructrice depuis le début de son mandat. Et en août 2025, enfin, il évoque un catalogue sans fin d'horreur en référence aux pertes civiles et aux atteintes aux journalistes. Alors, les auteurs de l'enquête ne contestent pas la légitimité des critiques sur Israël, mais ils pointent ce qu'ils qualifient de double standard et ils recommandent que ces conclusions soient présentées à tous les États membres de l'ONU, un double standard depuis longtemps dénoncé du côté israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou le dénonce depuis des années. Il considère que c'est un biais structurel au sein des Nations Unies. Il évoque régulièrement des critiques infondées et une hostilité
persistante envers Israël à la tribune de l'ONU. Rappelez-vous, il était allé encore plus loin. Il avait affirmé qu'il était présent ici sur cette tribune pour dénoncer et rectifier les mensonges flagrants relayés par l'institution. Et dans une formule restée célèbre, il a dénoncé un véritable théâtre de l'absurde pour qualifier la focalisation disproportionnée de l'ONU sur Israël. Alors certes, le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un arbitre neutre au sens strict. Son rôle défini par la charte est aussi d'alerter la communauté internationale. Il dispose notamment de l'article 99 qui lui permet de saisir le Conseil de sécurité lorsqu'une situation menace la paix mondiale. Sa parole est donc par nature à la fois politique et morale. Reste que dans un contexte de guerre, cet équilibre est crucial. Chaque mot est scruté, chaque nuance interprétée. Et c'est bien là que la question se pose. Car si l'équilibre est une exigence, il doit l'être pour tous, y compris et surtout dans le traitement réservé à Israël, d'autant que la parole du secrétaire général est souvent perçue comme une forme de boussole, voire une parole d'évangile pour une partie de l'opinion publique internationale et les médias. Mais lorsqu'une parole censée incarner l'équilibre est en fait déséquilibrée, elle ne se contente plus d'éclairer le débat, elle le biaise. Et à ce stade, ce n'est plus seulement une question de fréquence ou de ton, mais bien une question de crédibilité. Et ce matin, la manchette du Yediot Aharonot est consacrée aux déclarations faites hier par le commandant en chef sortant de l'armée de l'air, le général Tomer Bar. Lors de la cérémonie marquant son départ de l'armée et son remplacement par le général Omer Tischler, Tomer Bar a endossé sa pleine responsabilité, celle de l'armée de l'air dans les terribles carences qui se sont produites le 7 octobre 2023. Il n'a pas essayé de masquer sa responsabilité derrière les immenses mérites de cette même armée de l'air au cours des 2 dernières années, en particulier depuis le début de la guerre contre l'Iran en juin dernier. Il a tout simplement affirmé que ce qui s'est réellement passé le 7 octobre ne pourra être clarifié que dans le cadre d'une commission d'enquête externe et objective. Quant à son successeur, le général Tischler, il a déclaré « Nous sommes prêts à prendre toute l'armée de l'air vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Iran, si cela est nécessaire. » Et le Yediot Aharonot barre sa première page d'une grande photo montrant les 2 généraux de l'armée de l'air avec entre eux le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, hier, donc au moment de la passation de pouvoir. Le site du Maariv commente en page d'ouverture ce matin l'annonce de Donald Trump de la nuit dernière qui a décidé de suspendre son opération de liberté dans le détroit d'Ormuz. Le Maariv et tous les sites d'information d'ailleurs soulignent que le président américain parle désormais de progrès dans les pourparlers avec Téhéran. Le Maariv en titre se demande s'il s'agit là d'une prestigieuse volte-face de plus de Donald Trump ou bien s'il s'agit d'une nouvelle manœuvre de diversion de la part du président américain. Le Israël Hayom se penche sur les relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis après l'attaque qu'ils ont subie de la part des Iraniens. Dani Zaken indique dans le Israël Hayom que Binyamin Netanyahou a téléphoné hier au leader des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed, ainsi qu'à d'autres leaders arabes dans la région. Il a déclaré, ils ont discuté tous ensemble lors de ces conversations téléphoniques de l'élargissement de la coopération sécuritaire entre Israël et ses pays arabes modérés. Le Premier ministre a tenu au courant le président américain Donald Trump de ces discussions qui sont intervenues après les révélations selon lesquelles c'est le système d'hommes de fer déployé aux Émirats qui a permis d'intercepter une partie des missiles balistiques qui ont été tirés avant-hier par les Iraniens. Et toujours à propos de l'Iran, le Israël Hayom affirme que le régime peut encore dans l'absolu tenir quelques semaines, mais les dégâts économiques très importants causés par la prolongation du blocus des ports iraniens est en train de provoquer un véritable chaos qui touche aussi les citoyens iraniens. Et si ceux-ci sentent qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils pourraient descendre à nouveau dans les rues de Téhéran et des grandes villes iraniennes, bien que la répression soit omniprésente et toujours très dissuasive. Ron Ben-Ishai, le vétéran des correspondants de guerre en Israël, est allé hier à la rencontre des soldats qui sont déployés au sud Liban. Il nous décrit, dans le Yediot Aharonot, d'importantes forces israéliennes qui sont déployées dans ce qui est désormais la zone tampon entre le Hezbollah au nord du Litani et la frontière internationale israélo-libanaise. Il explique que les forces israéliennes sont actuellement dans une période de cessez-le-feu, certes, même si le Hezbollah tente de faire usage de ces drones explosifs. Pour les soldats, ces drones sont un problème de plus que Tsahal ne manquera pas de
résoudre. Il explique que chaque fois que les forces israéliennes sont directement confrontées aux terroristes du Hezbollah, ces derniers reculent vers le nord. Même Avi Cohen, le correspondant du Israël Hayom, était hier au Liban. Il en revient avec sensiblement les mêmes conclusions de soldats qui lui ont dit officiellement nous sommes en cessez-le-feu, officieusement nous sommes sous le feu du Hezbollah. Fin de citation. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot a décidé d'opter pour une première page décidément très militaire, puisqu'il mentionne un projet important de Tsahal destiné aux orthodoxes. Il s'agit du projet Code, qui signifie en langage militaire commandant. C'est un projet de Tsahal qui permet de former des orthodoxes dans le monde de la haute technologie, en particulier dans le monde du cyber. En 3 ans, ce projet a rencontré un vif succès dans le monde orthodoxe et de nombreux participants se sont enrôlés dans le cadre de ce projet. Il a été multiplié le nombre d'enrôlements par 5. Ces jours-ci, le projet a franchi la barre symbolique des 1000 soldats. Mais, car il y a un mais, avec le succès arrive également la critique et dans le monde rabbinique orthodoxe, on commence à s'inquiéter de cet engouement et en début de semaine, une réunion importante de grands rabbins a porté justement sur les moyens d'enrayer ce type de programme de l'armée israélienne. C'est Yossi Yehoshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot Aharonot, qui nous fait cette révélation ce matin dans son journal. La manchette du Israël Hayom de ce matin est pleinement politique, en perspective des élections d'octobre prochain. Sur la moitié de cette première page, le Israël Hayom nous montre une photo de la nouvelle alliance annoncée hier, celle entre Gadi Eisenkot et l'ancien chef du Shin Bet, Yoram Cohen. Cohen, qui est une des personnalités israéliennes les plus critiques envers Binyamin Netanyahou, a donc décidé de rejoindre Eisenkot. Il fera partie du haut de la liste électorale du parti Yachar, formé par Eisenkot. Une course à la recrue, titre ce matin le Israël Hayom, qui fait état aussi de l'abandon du navire bleu-blanc de Benny Gantz. Après Hili Tropper, c'est au tour du député Eitan Ginsburg de quitter l'ancien chef d'état-major. Et puis, toujours en perspective des élections, l'inquiétude gronde au Likoud où au moins un tiers des députés actuels ne devraient pas retrouver leur poste dans la prochaine Knesset. En première page, le Israël Hayom a confié un éditorial à Shai Golden qui s'en prend à la dernière déclaration de Bezalel Smotrich. Le ministre des Finances et leader du parti sioniste religieux a déclaré qu'une alliance dans un futur gouvernement avec les partis arabes siégeant à la Knesset serait bien plus grave que ce qui s'est passé le 7 octobre qui, selon lui, a-t-il dit, n'est qu'un problème tactique. Non, écrit Golden ce matin. Siéger avec les Arabes israéliens dans un même gouvernement n'est pas plus grave que les massacres de femmes, d'enfants et de vieillards du 7 octobre. Le simple fait de s'exprimer ainsi reflète un aveuglement de la part de Bezalel Smotrich, une disparition de toutes les valeurs, de tous les repères et de tous les principes de base qui doivent guider l'État d'Israël. Et pour Golden, il ne faut pas être surpris si au cours des prochains mois, nous allons descendre plus bas encore sous la tutelle du Premier ministre en poste le 7 octobre. Fin de citation. Nous avons le plaisir ce matin, pour cette seconde partie de l'heure d'actualité, d'être en ligne avec Henri Bétan. Henri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On s'est à de multiples reprises parlé, alors que vous étiez, on va dire, le porte-parole francophone du parti Yesh Atid. Vous ne l'êtes plus, on va dire, et vous êtes mis en retrait, on va dire, de la vie politique, ce qui permet d'une certaine manière d'observer cette vie politique avec, on va dire, peut-être plus, on va dire, moins de parti pris, mais peut-être plus, peut-être de clairvoyance aussi. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, effectivement, on aurait bien aimé avoir votre appréciation des dernières démarches, parce que il y en a eu, on va dire, une majeure et d'autres, on va dire, d'autres petits phénomènes de tremblement de terre, d'autres petites secousses telluriques, on va dire, au sein de l'échiquier politique israélien. Le grand développement, celui de la semaine dernière, c'est donc le rapprochement entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Et puis là, on voit que la classe politique commence à prendre ses repères et on voit que Gadi Eisenkot essaye de se renforcer. Il a hier annoncé le recrutement, on va dire, dans la tête de sa liste, on va dire dans les premières places de sa liste, de Yoram Cohen, qui est l'ancien chef du Shin Bet. On parle aussi d'un rapprochement avec Avigdor Lieberman. Alors je voudrais que vous nous aidiez à faire le point sur ce qui est en train de se passer, on va dire plus spécifiquement dans le centre-gauche de l'échiquier politique. On va parler aussi du Likoud. Écoutez, actuellement, nous assistons à une mise en place progressive du camp de l'opposition. Pardon.
Et la première ébauche, effectivement, c'est le rassemblement entre Bennett et Lapid. Seulement, les deux leaders n'ont pas fait attention à un aspect de la chose, c'est que ça ressemble un peu à une reconstitution de ligue dissoute, d'où le manque d'enthousiasme apparent du public et d'où le piétinement concernant les projections en termes électoraux. C'est-à-dire que, en fait, un ne font pas forcément deux. Oui. Et on a bien vu que la fusion des deux, pour l'instant, stagne à 3 députés en dessous de ce qui était auparavant les scores respectifs des deux partis. Ça, c'est une chose. Et donc, de l'autre côté, il y a une ébauche aussi. Alors d'abord, avant d'aller de l'autre côté, on va dire, de parler peut-être de Gadi Eisenkot, vous avez une explication à ce manque d'enthousiasme de l'alliance des frères entre Bennett et Lapid ? Peut-être est-ce que c'est le fait que le public connaît ces visages, il a déjà fait l'expérience de l'alliance entre Naftali Bennett et Yair Lapid à 2 reprises, c'est-à-dire en 2013 à l'époque sous le gouvernement de Netanyahou, mais aussi donc lorsque Bennett et Lapid étaient premiers ministres. Peut-être que il ne... Il y a plusieurs explications possibles. Il y a l'explication psychologique d'abord, c'est que quand on a vu une alliance, on a vu des têtes déjà, etc. Bon, c'est un peu une chanson usée. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'un et l'autre avaient attiré ou désattiré des publics différents à la marge. Par exemple, Bennett, on le sait, avait attiré un public à la marge du Likoud qui était insatisfait de la conduite des affaires par le clan Netanyahou, et donc il s'est rapproché de Bennett. Et pour autant, il ne donnait pas caution à un parti du centre comme le Yesh Atid de Yair Lapid, et donc il s'est un peu désengagé vis-à-vis de cette nouvelle bouture, si l'on peut dire. Et le récipiendaire de tout ça, c'est effectivement un homme quasiment neuf, le général Eisenkot, qui a plus est un sfarade, qui agglomère autour de lui un public séfarade, et qui, lui, est réputé être neuf et être propre, impeccable. Voilà. Ça, c'est une des deux explications qu'on peut avancer. Il y en a d'autres, certainement. Alors, parmi les autres explications, est-ce que vous n'avez pas le sentiment peut-être que l'alliance Bennett-Lapid, elle est partie trop tôt, c'est-à-dire la campagne, elle n'est même pas officiellement déclarée, on ne sait même pas quand auront lieu exactement les élections. Savoir partir à temps, c'est peut-être aussi important dans une campagne électorale, n'est-ce pas ? Certainement, mais c'est un choix tactique ou un choix stratégique comme on voudra, parce que vous savez que actuellement, comme je dis, le clan de l'opposition est en train de s'organiser, et que donc il fallait un leadership affirmé avant que la partie ne commence. Et c'est ce qu'ont tenté les deux hommes, apparemment avec un succès encore à confirmer, mais qui est pour l'instant mitigé. Et l'autre partie se joue du côté de Eisenkot, qui lui aussi désire être le leader de cette nouvelle opposition et lui donner un visage nouveau. Et partir trop tôt dans ces conditions-là, c'est peut-être d'abord rassembler son camp ou définir une image très cohérente de son camp avant de s'engager dans une campagne. Trop tôt, trop tard, ça dépend en fait de l'appréciation qu'on a de la situation politique en général. Mais de toute façon, s'il s'avère, comme le demandent par exemple les partis religieux, qu'il faille avancer les élections au 1er septembre comme ils le demandent instamment, eh bien ce sera partir à temps, voilà. Oui, ça sera effectivement partir à temps. Est-ce que lorsqu'on fait un peu les calculs, on va dire grossiers des derniers sondages, on a environ 25 députés dans l'alliance Bennett-Lapid. On en a encore une douzaine, peut-être un petit peu plus du côté de Eisenkot. Encore peut-être 7-8 du côté de Lieberman. Tout cela fait quand même 45 députés. Après, on est entre 45, peut-être même plus de députés, que l'on situe, on va dire, dans le centre, parce que Lieberman, on ne peut pas vraiment le mettre à gauche. Vous êtes étonné par le nombre d'adhésions dans ce cadre de du centre, gauche et droite en Israël ?
c'est assez important parce que on a toujours dit que finalement les guerres profitaient à la droite israélienne. Or là, on n'a pas véritablement l'impression que c'est le cas. On voit pas le clan de la droite israélienne grandir sensiblement. Écoutez, moi je pense que le clan de la droite israélienne est d'une part handicapé par la personnalité de Bibi, ça c'est une chose, et deuxièmement handicapé par son extrême droite qui est tangente. Et ce sont deux lestages lourds à porter et qui montrent que sondage après sondage, la droite reste ce qu'elle est, la droite et l'extrême droite restent ce qu'ils sont, ils sont en stagnation. Maintenant, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, l'affaire est faite et que le succès est avéré. Et on risque de retomber dans une situation d'avant la dernière élection où à 4 reprises on a dû refaire le match, si je puis dire, et repartir aux urnes pour pouvoir conclure. Et pour l'instant, si vous voulez, les sondages, vous avez donné une proportion du centre et de la droite de cette opposition. On peut l'estimer, aller à 46, 50 comme ça en gros, et auquel il faudrait ajouter peut-être les 9 à 11 députés du parti dit démocrate, celui de la gauche, de la vraie gauche. Et donc, ça ne fait toujours pas les 61 députés. Oui. Et il faudra certainement une campagne vigoureuse et claire sur les objectifs de ce que sera le programme d'un gouvernement futur pour permettre au public israélien, à l'électorat, de se déterminer. Alors on va aller un petit peu vers la droite et vers le Likoud, parce que bon, le Likoud, pour certains, c'est même plus la droite aujourd'hui. C'est ce qu'a dit Naftali Bennett. La vraie droite, c'est lui, et c'est pas Binyamin Netanyahou. Mais on parle de turbulence au sein du Likoud parce que Binyamin Netanyahou voudrait récupérer, on va dire, plusieurs places, entre 8 et 10 places dans la liste électorale pour faire rentrer, on va dire, du sang neuf dans le Likoud. Parce que c'est vrai, il faut avouer peut-être que la liste électorale actuelle, en tout cas les candidats à la liste électorale actuelle ne sont pas toujours obligatoirement très séduisant pour un électorat de droite. Vous avez le sentiment qu'on risque d'assister peut-être même jusqu'à une fracture à l'intérieur même du Likoud aujourd'hui, en perspective de ces élections ? On le dit en tout cas, il y a 3 personnalités qui sont en train de s'organiser pour savoir s'ils peuvent fonder un Likoud bis ou un Likoud version Begin. C'est-à-dire un Likoud en fait civilisé, libéral et démocrate. Oui. Et il y a des tentatives, vous le savez, mais maintenant ce n'est pas couronné de succès parce que certains d'entre eux voudraient se débarrasser de Netanyahou et d'autres voudraient faire avec et voudraient nouer une alliance avec lui. Le cas échéant, bien sûr. Tout ça montre qu'effectivement, sur la droite dite classique, il y a un malaise au sein du Likoud. Il y a un malaise vis-à-vis, par exemple, de la déclaration outrageuse, immonde de Smotrich hier, dans laquelle le Likoud ne se reconnaît pas. Il y a aussi cette déclaration tout aussi immonde de Kedoshim sur l'attentat ou sur le meurtre de Petar Tikva, où il disait oui, ils ont certes poignardé, mais ils n'avaient pas l'intention de donner la mort. Oui. Or, quand on connaît le pédigré d'un Kedoshim, on devine très bien ce qui a inspiré cette immondicité-là. Donc le Likoud est traversé par des crises à la fois morales. Je suis pas sûr, Henri, que tous nos auditeurs connaissent Kedoshim. C'est une personnalité qui n'est pas véritablement connue, qui a jailli comme ça avec cette déclaration. C'est un député du Likoud. Oui, effectivement. Et donc voilà, on sait d'où il vient et quel pédigré il a. Et ça dénote d'une crise morale profonde. Non pas sur les options éthiques ou politiques des membres du Likoud, mais sur son aspect moral, c'est sur sa représentativité électorale d'une grande partie de la majorité, à savoir son électorat traditionnel qui est fait de Sfarad, de Polonais de droite, etc. Et là, effectivement, on sent qu'il y a des fractures.
Et on ne sent plus qu'il y a un leader charismatique qui puisse maintenir l'ensemble du Likoud dans une cohérence politique. Et ça ajoute au trouble. Et à mon avis, ça explique aussi la quasi-stagnation du Likoud dans les sondages. Il stagne certes à haut niveau, mais il ne décolle pas et il n'est pas susceptible de faire une percée, me semble-t-il, dans les semaines à venir. Ouais. Eh bien, on le verra justement, effectivement, dans les semaines à venir. On aura l'occasion de se reparler, je l'espère en tout cas, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, puisque la campagne qui vient à peine de débuter officieusement, eh bien, va se prolonger probablement au moins jusqu'au mois de septembre, mais certainement, même peut-être plus, jusqu'au mois d'octobre. Merci beaucoup, Henri, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Didier, bonjour, Boker Tov, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, cher ami, merci d'être là avec vous. Et je vous remercie pour votre invitation. Voilà, alors on a besoin de clarifier parce que en Israël, ces derniers jours, on dit le durcissement du blocage par les Américains des ports iraniens impacte l'économie iranienne à coût de plusieurs centaines de millions de dollars par jour. Et qu'au bout du compte, finalement, lorsque la population iranienne n'aura plus rien à perdre, eh bien, elle surmontera, on va dire, sa crainte, son traumatisme du mois de janvier pour descendre dans les rues et essayer de renverser le régime. Vous croyez que c'est un cas de figure plausible dans un délai de plusieurs semaines, on va dire ? Comme vous l'avez évoqué, effectivement, la situation économique est véritablement difficile, à la fois pour le régime iranien, car au niveau de sa recette pétrolière, mais également pour d'autres produits, le régime iranien est dans une situation, disons, d'impasse, parce que le blocus, effectivement, ça fonctionne, et que donc le pétrole iranien ne sort pas, et non seulement le pétrole, mais également les produits en pétrochimie, en acier, etc., sont bloqués. Et d'autre part, les importations vers l'Iran également, qui est évalué pour chaque année 56 milliards de dollars, cela est bloqué également. Et donc cela a deux conséquences essentielles. D'une part, effectivement, la recette donc, du régime iranien est sanctionnée de cette manière-là. Le régime actuellement n'arrive pas à payer régulièrement. Et on a entendu des soldats de la marine iranienne, mais également un certain nombre de Basiji, mais aussi au niveau donc des employés de l'État, si vous voulez, dans l'administration. De plus en plus, on a des informations, disons, diverses et variées à ce niveau-là, mais aussi d'un autre côté, la conséquence au niveau donc de la société, la pression économique et donc l'augmentation à la fois du chômage, l'inflation et la pauvreté dans la société iranienne. L'inflation, évidemment, c'est sans précédent. Le taux annoncé par le régime, c'est officiel, bien évidemment, c'est 72%, mais selon un certain nombre de rapports qu'on reçoit, par exemple, pour un certain nombre de médicaments, eh bien, le taux atteint à 370%, si vous voulez, là. Et que par conséquent, et cela, bien évidemment, met les Iraniens en situation de détresse économique, mais cela, c'est un facteur important dans la motivation des gens et dans la contestation donc, des Iraniens. Mais peut-être qu'il faut ajouter à cela, c'est que effectivement le facteur économique, certes, est très important, mais néanmoins, aujourd'hui, comme certainement vous avez déjà entendu, eh bien, le régime cherche à contrôler sévèrement donc, la société, à la fois des contrôles, des inspections, mais également la présence des Basiji, ainsi que des forces, disons, islamistes, chiites, irakiennes, libanaises, afghans, pakistanais, etc., eh bien, le régime cherche à faire peur. On parle d'exécutions sommaires d'opposants. Vous avez des informations à ce sujet ? Oui, systématiquement, on a eu jusqu'à maintenant, effectivement, depuis à peu près un mois, aux alentours de 24 pendaisons, si vous voulez. Systématiquement, aujourd'hui, nous avons 1, 2, 3,
pendaison chaque jour. C'est-à-dire le matin, quand on ouvre nos sites, eh bien, on a effectivement de nouvelles personnes qui sont exécutées, et donc avec la prière donc du matin, avec quelques versets coraniques, eh bien immédiatement l'exécution est effectuée et on entend effectivement des informations. Donc c'est véritablement la situation pour les Iraniens, c'est très difficile, et ils sont en face d'un régime, disons, délinquants, criminels, totalitaires, et donc c'est très très difficile, et y compris le président américain a constaté une nouvelle fois, effectivement, il a dit que la situation des Iraniens c'est très difficile, justement par rapport à votre question, donc il a évoqué effectivement la question des armes. Alors, je vais vous poser une question qui est un peu délicate. Est-ce que pour que le régime puisse, on augmente la probabilité de la chute du régime, est-ce que, par exemple, si on devait assister à un nouveau round de confrontation militaire, il serait souhaitable, par exemple, de frapper les infrastructures énergétiques, le pétrole, les raffineries, les centrales de pétrole, et tous les sites jusqu'à présent, que ni les Américains ni les Israéliens n'ont frappé, pour ne pas porter atteinte à la population iranienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut aller encore frapper plus fort, y compris ce genre de site, ou c'est dangereux d'utiliser cette arme? Et écoutez, comme vous le savez, effectivement, quand les Américains, avec les Israéliens, ont commencé des frappes ciblées contre les objectifs du régime, et bien évidemment, cela a été largement, on n'a pas des statistiques, mais largement appuyé et soutenu par les Iraniens, car effectivement, affaiblissement du régime, c'est toujours bénéfique pour le peuple iranien et également sa lutte. Mais si on va au-delà des objectifs militaires, c'est-à-dire tel qu'il a été annoncé par le président américain, eh bien c'est très délicat, et on a senti qu'une partie de la population qui était favorable aux frappes, eh bien, sont des gens, deviennent hésitants, si vous voulez, là. Mais par contre, toujours concernant les objectifs militaires, exactement, par exemple, d'autres sites nucléaires, mais également la question, effectivement, comment assassiner davantage encore les responsables du régime. Il y a à peu près encore une vingtaine de personnes qui sont des figures historiques de la République islamique, et que les Iraniens pensent que cela est très important de les descendre, si vous voulez, là. Mais également, on a compris visiblement, les Américains, peut-être ils vont commencer par un certain nombre d'opérations au niveau donc du Golfe Persique. Par exemple, à la fois donc les petits bateaux rapides du régime iranien, de les détruire. Visiblement, ils ont commencé, mais bon, il y a encore des choses à faire. Mais aussi des marines au niveau donc du Golfe Persique, ce qu'on appelle des grottes également, qui restent toujours des objectifs militaires, des grottes marines où les petits bateaux se cachent également, sont dans la liste donc des frappes, mais également un certain nombre de ports dans le sud, c'est-à-dire au Golfe Persique, là où effectivement le régime iranien cherche à s'organiser pour justement les produits, pour les envoyer ou les recevoir. Tous ces éléments-là sont bien évidemment certainement appréciés, je pense, là. Mais néanmoins, sur le territoire iranien, bien évidemment, encore il existe des centres, disons, essentiels pour les pastorums, et en même temps, une chose a été évoquée à maintes reprises par les Iraniens concernant les frappes des Israéliens contre les forces de Hachad al-Sha'bi, et qui se rassemblent dans tel ou tel quartier tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin, la source de la nuisance et de la propagande islamiste et arabico-islamiste.
Eh bien, Didier Idjadi, merci beaucoup pour nous avoir fait ce point important, pour nous donner un peu le sentiment qui demeure dans la population iranienne, même s'il est difficile d'avoir des informations précises. Il y a toujours, il faut le rappeler, un blocus d'Internet en Iran qui ne permet pas d'avoir les informations précises. Ce sont des bribes d'informations que vous parvenez à recevoir de temps en temps donc à l'Occident. Merci beaucoup, Didier, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné ces informations. Bonne continuation, à bientôt. Merci infiniment, à bientôt.